des institutions. Et on a l'impression qu'au Rwanda, les institutions, ça fonctionne. Et je pourrais continuer à énumérer les réalisations et les performances du pays. Mais je dois quand même ajouter qu'on ne peut pas échapper à l'impression que la jolie fille est peut-être un peu trop maquillée. uranyumve nanjye kandi nanjye unyumve ndabikeneye uranyumve nawe amaze ukundi unyumve ndabigusabye. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Comment allez-vous ce matin? Très bien, très bien. Il fait quel temps à Bruxelles, en fait? Il fait gris, il fait pas chaud. Ah oui. C'est pas un temps d'été, hein? C'est pas très estival comme ambiance. Exactement, exactement. Oui. Alors, nous allons aujourd'hui poursuivre notre entretien. On a déjà eu deux parties, en fait, qui tournaient autour de votre mission dans les pays des Grands Lacs. Nos auditeurs vous connaissent mieux aujourd'hui. Ils savent que vous avez exercé vos fonctions au Burundi, Bujumbura, à Kigali, Rwanda, et à Kinshasa, Zaïre, Congo. Et donc aujourd'hui, nous allons parler d'un des pays, justement, où vous avez vécu 4 ans, le Rwanda en particulier, pour examiner l'itinéraire suivi par ce pays depuis 1994 à ce jour, notamment dans le domaine économique, dans le domaine du développement, dans le domaine de ses relations avec les voisins, si vous le voulez bien, dans le domaine des droits de l'homme, dans le domaine de ses relations avec l'Europe, avec la France notamment, avec la Belgique, là aussi si vous pensez pouvoir en parler. Et puis, il y a d'autres sujets qui pourraient intéresser nos auditeurs. Comme tout le monde le sait, la Belgique a créé une commission pour examiner le passé colonial de la Belgique dans les 3 pays des Grands Lacs. Ça aussi, ça pourrait nous intéresser. En dire un mot en passant. Et puis, ma foi, la question de la paix et de la sécurité dans l'Afrique des Grands Lacs. Alors, on va faire comme d'habitude, hein, on ne va pas poser des questions, réponses, on n'est pas des journalistes, en tout cas pas moi. Oh, mais revanche, hein. voilà, Vous m'interrompez. Hein. Tout à fait, tout à fait. On va peut-être déjà, pour commencer, puisque je sais que c'est une question qui vous intéresse beaucoup, le Rwanda d'aujourd'hui présenté comme un modèle de développement. Comment pensez-vous que cela soit possible après le génocide? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment un modèle de développement que d'autres pays pourraient suivre? Est-ce que c'est fondé sur des réalités? Est-ce que c'est un peu exagéré? Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur le développement du Rwanda actuel? Il y a certainement des aspects, des réalisations indéniables et louables. Quand on se promène à Kigali, on ne trouve pas un mégot dans la rue, on ne trouve pas de plastique. C'est une ville propre, ça impressionne. Et pas seulement le touriste qui revient du Rwanda avec beaucoup d'impressions positives et même formidables. La façon dont le tourisme est organisé, par exemple, hein, c'est un tourisme de grand confort, hein, bien organisé, cher, mais bien organisé. On dirait, tiens, ça,
rapporte quand même bien au produit national brut de ce pays, au développement, à la croissance économique de ce pays. Et je ne parle pas seulement de réalisations touristiques et écologiques, hein, dans le domaine de la santé publique, dans le domaine de l'éducation. Dans les écoles, il y a des ordinateurs. Hein. Dans les hôpitaux, il y a des drones. Hein, pour, je ne donne qu'un exemple, pour transporter les médicaments dans les coins les plus reculés du pays. Il y a d'autres réalisations, on y travaille, il y a une certaine discipline de travail qu'on ne trouve pas partout dans les pays voisins. Vous connaissez bien la région Bukavu, c'est votre région, hein? Bukavu, Cyangugu, quand on traverse, en venant du Congo, on traverse la frontière, on arrive à Cyangugu, on arrive, je dirais, dans un autre monde, un monde organisé. Et j'ajouterais même que, et c'est un point important, les institutions, parce que le développement est également, le développement d'un pays est également basé sur le fonctionnement des institutions. Et on a l'impression que au Rwanda, les institutions, ça fonctionne. Et je pourrais continuer à énumérer les réalisations et les performances du pays. Mais je dois quand même ajouter qu'on ne peut pas échapper à l'impression que la jolie fille est peut-être un peu trop maquillée. Parce qu'il ne faut pas exagérer. Je me souviens, la semaine dernière, je tombais sur un YouTube de France Culture. Et le rédacteur parlait de la première place du Rwanda dans le classement de l'index du développement humain. Vous savez que l'ONU fait depuis un certain nombre d'années des recherches et des enquêtes sur base de critères bien fixés, le niveau de développement, y compris sur le plan humain, humanitaire d'un pays. Et j'étais très surpris, mais le numéro 1, et puis avec beaucoup de force et beaucoup de conviction, il soulignait cette performance, cette première place du Rwanda. J'ai vérifié, le Rwanda est 160e dans cet index de 2020, le dernier ou l'avant-dernier. Je ne sais pas si celui de 21 est déjà sorti. Donc, il ne faut pas exagérer. Il faut savoir aussi que, et là je reprends un peu la conclusion ou le constat de certains experts, des experts sérieux, qui soupçonnent les autorités d'embellir les statistiques. Par exemple, les statistiques sur la pauvreté. Force est de constater que à l'intérieur du pays, et même à Kigali, il y a aussi des quartiers où habitent des gens très pauvres. Et j'ai vu une statistique quelque part qui dit qu'un tiers de la population vit en dessous du seuil de la pauvreté. Donc, il y a des handicaps cachés. Et puis, il y a des tâches sombres et même noires qui rendent le tableau beaucoup moins performant. Et je dirais en premier lieu, je ne vais pas parler de la démocratie. Le Rwanda, un jour, trouvera, et je l'espère, sa façon authentiquement rwandaise d'organiser sa démocratie, sans trop d'ingérence de la communauté internationale. Par contre, les droits de l'homme,
la valeur universelle. Oui. Monsieur l'ambassadeur, avant de parler du domaine des droits de l'homme et de la démocratie, si on pouvait rester un tout petit peu dans le secteur du développement économique et du développement social, les nouveaux gadgets, les drones qui livrent des médicaments, vous savez, ça on le montre à la télévision, mais en réalité, si vous allez au Rwanda, vous demandez à des paysans qui ne peuvent même pas se rendre à l'hôpital, qui doivent faire 50 km en transportant le malade sur la tête, eh bien, vous ne verrez pas ces drones-là. Bref, je ne suis pas là pour nier l'existence de ces drones, hein. Ceci dit, vous avez sans doute visité le Rwanda ces dernières années. Est-ce que vous avez pu visiter les campagnes? Est-ce qu'à Kigali même, tout est si parfait qu'on le pense vraiment? Je parlais de ma visite à l'occasion du 20e anniversaire. Il y avait un journal Du flamand génocide, du génocide, oui. c'est ça. Donc en 2014, j'ai visité pendant une semaine. J'ai circulé pas seulement à Kigali, mais aussi à l'intérieur du pays, accompagné d'une journaliste du journal de Standard, qui voulait absolument être témoin de mes retrouvailles après 20 ans avec le Rwanda. Et nous nous sommes rendus également à l'intérieur, dans la région du Bugesera, où nous avons constaté une extrême pauvreté. Et donc, je ne pense pas que les autorités soient en mesure de prétendre qu'il n'y a pas de pauvreté. Mais nous devons quand même nous armer contre une certaine intoxication, une certaine propagande qui parle de modèle. Et je suis prudent, je dis, il y a certainement des éléments qui pourraient inspirer d'autres pays, mais le tableau se trouve noirci ou assombri par exemple, je parlais des travaux d'infrastructure ou de l'habitat. Est-ce qu'il y a des quartiers entiers qui ont été rasés pour y construire justement des immeubles du grand luxe, des hôtels 5 étoiles. On pourrait se poser la question, est-ce que le pays a vraiment besoin d'autant d'hôtels 5 étoiles? Bien sûr, le tourisme peut être une source de revenus et d'accroissement de la croissance économique, mais je crois que ce type de questions sont quand même légitimes. Et on ne parle pas seulement de l'organisation du pays, l'organisation de son économie, par exemple aussi de l'organisation des monocultures. On peut se poser des questions, mais je me pose surtout la question, avec tout le respect pour la façon dont le Rwanda organise sa démocratie. Je me pose surtout des questions sur un autre segment de l'organisation de la société, c'est le respect des droits de l'homme. Et là, je dirais, avec M. Kouchner, à l'époque, quand il était au début de sa carrière politique, et quand il parlait pas de droit d'ingérence, mais de devoir d'ingérence de la communauté internationale, quand il s'agissait de respect ou non-respect des droits de l'homme. Ici, il s'agit de valeurs universelles que nous partageons à travers le monde. Les Belges et les Hollandais, les voisins ici, les Africains entre eux, dans les relations entre l'Europe et l'Afrique, on peut et on doit se parler de respect des droits de l'homme. Parce que si on disait ne nous occupons pas trop des Africains, laissons d'abord passer le développement économique et un certain niveau de richesse
sociale et économique avant de parler des droits de l'homme, ce serait une attitude extrêmement dangereuse qui relève de racisme, qui considérerait les Africains comme inférieurs et pas suffisamment capables pour parler et de respecter les droits de l'homme. Et je crois que là, nous avons le devoir de se parler, Rwandais et Belges, Africains et Européens, aux Nations Unies, dans les médias, dans nos diplomaties. Et je constate, et je ne suis pas le seul, de plus en plus, le monde s'inquiète du non-respect des droits de l'homme. Respect de l'intégrité physique, respect de la liberté d'expression, respect du droit d'association. L'espace politique est très réduit au Rwanda. On est retourné à un monopartisme de fait. Le droit à la... oui, voilà, il y a le droit de la défense. Le droit de la défense, par exemple. Allez, est-ce qu'on peut parler d'un procès équitable qui se déroule actuellement autour de la personne de Paul Rusesabagina, mais on y reviendra peut-être. Donc, je voudrais dire, la fille est peut-être cette fille très mignonne, et ce Singapour de l'Afrique centrale, il y a peut-être trop de maquillage parce qu'il y a des éléments qui rendent le tableau beaucoup moins positif. Mais ça concerne le fond de la question. Je parlerai aussi très volontiers de méthode, comment réagir, comment évaluer, avant de juger et d'accuser. Je fais des constats négatifs, mais je plaide en même temps pour un dialogue inclusif entre Rwandais, mais aussi entre Belges et Rwandais, entre Européens et Africains, sur les constats, erronés ou corrigibles, et je constate avec beaucoup de tristesse que ce dialogue n'existe à peine. Le dialogue à l'intérieur du pays, je peux me tromper, mais je pose la question, est-ce qu'il y a suffisamment de dialogue sans tabou, sans complexe, sans peur à l'intérieur du pays? Quand il y a Yvonne, une maman Tutsi, maman de famille nombreuse, s'indigne ouvertement sur certains développements et certaines réalités du pays et critique le gouvernement, elle est arrêtée tout de suite. Elle est toujours en prison, que je sache. Et je donne un exemple. En prison, il faut savoir qu'il y a plusieurs dizaines de jeunes gens qui, avant elle, avaient parlé et qui ont disparu, physiquement parlant, qui ont été arrêtés et assassinés, qui ne sont jamais revenus dans leur famille. Des gens, notamment du parti FDU Inhindi, qui était avant la fondation du parti d'Alpha par Victoire Ingabire. Oui. Eh bien, elle a perdu la plupart des membres de son parti qui étaient autour d'elle. Voilà. On n'en parle même plus aujourd'hui, on n'en parle pas. Mais un autre petit mensonge que je voudrais ajouter avant d'entrer vraiment dans le cœur du sujet des droits de l'homme et des libertés tout simplement. Il y a aussi parfois des mensonges, des petits et des grands mensonges qui entourent cette vision idyllique du développement du Rwanda. J'ai entendu un jour un journaliste qui revenait du Rwanda et qui s'extasiait en disant « mais c'est formidable, le FPR a construit les routes à travers tout le pays ». Il disait qu'il avait fait Kigali-Gisenyi sur une route bitumée, qu'il avait été je ne sais où. Mais il faut que les observateurs non-rwandais ou les Rwandais jeunes actuels sachent que tous les grands axes routiers bitumés existait, ça a été construit entre 62, c'est-à-dire après l'indépendance en fait, et 94.
tous les grands axes, c'est-à-dire de Kigali pour aller à Gisenyi, ce n'était pas macadamisé, de Kigali jusqu'à Rusumo, de Kigali jusqu'à la frontière ougandaise, Kigali, Butare, Bujumbura, c'était pareil, Butare, Tiangougou, toutes ces routes-là ont été construites par la Première et la Deuxième République. Ce n'est pas le FPR, mais aujourd'hui, quand ils reçoivent des étrangers, c'est vrai qu'ils ont peut-être bien maintenu ces routes. C'est un devoir de les entretenir. Mais une chose est de les entretenir, une chose est de les construire. Il faudrait que ce soit clair, que ce soit dit, que ces routes existaient avant. Un autre élément, c'est l'aspect pouvoir d'achat par exemple, des enseignants, de la population en général. Le pouvoir d'achat aujourd'hui est un des plus bas d'Afrique, mais on ne le dit pas. L'enseignant rwandais du primaire, du secondaire, il touche à peine quelques euros par mois. Le médecin rwandais, la même chose. Par contre, quand vous montez dans les hautes sphères politiques, les salaires des hauts fonctionnaires, des ministres, eux, ils touchent des millions. Ça aussi, c'est une chose. Donc, un peuple, comme vous le disiez, qui n'est pas heureux en termes de considération, en termes de bénéfices, de liberté, de droits, on peut tout lui donner, on peut lui construire des routes, on peut lui apporter des médicaments par drone. Le bonheur n'y est pas. C'est ce qui explique peut-être que le Rwanda est parmi les derniers pays où les gens disent qu'ils sont heureux dans le monde, là aussi. Je voulais ajouter ça. Et pour, si on veut vraiment parler d'un modèle de développement, justement, il faut aussi vérifier si un ingrédient absolument indispensable de ce modèle est présent. C'est le bonheur du citoyen, la motivation du citoyen de participer à cette œuvre de développement dans un esprit patriotique où il exerce son engagement avec beaucoup de liberté, avec de franc-parler, avec le respect de l'opinion de l'autre, dans un esprit de tolérance, de complicité positive. Et bon, c'est pas évident dans la société actuelle rwandaise. Parce que je donnais déjà l'exemple de quelqu'un qui recourt à son droit ou à sa liberté d'expression et qui est soit emprisonné, soit menacé, contrarié, discriminé ou, dans les pires circonstances, disparaît. Tout à fait. Disparaît, est éliminé. Et pas seulement au Rwanda, mais aussi des gens à l'extérieur, et pas seulement des Rwandais. Et il y a des dissidents, il y a du FPR, il y a des Tutsis rescapés, il y a des Hutus. Donc il y a suffisamment de matière et de raisons pour se soucier, de s'inquiéter du niveau de la promotion et du respect des droits de l'homme. Je sais par exemple qu'il y a des demandeurs d'asile se trouvant à l'étranger et qui sont par des voies très obscures ou très secrètes, contrariées, dont les dossiers se trouvent bloqués. Je ne sais pas comment les autorités, si les autorités rwandaises sont responsables, si elles sont vraiment engagées dans ce type et cet exercice de blocage des dossiers des demandeurs d'asile à l'étranger. Je ne peux pas entrer dans les détails, ou je ne peux pas donner des preuves très, 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 très convaincantes, mais c'est quand même un souci. C'est une question que je me pose parce que je constate tout simplement que pas mal de dossiers sont bloqués. Et c'est pourquoi, sans trop juger et trop accuser, je dirais
recourons à la méthode du dialogue, essayons de comprendre exactement ce qui se passe, et au lieu de se voir lancer des accusations de négationnisme et de divisionnisme quand on pose une question, quand on apporte une nuance, quand on recourt à sa liberté et son droit d'expression, au lieu de courir tous ces risques, empruntons la voie du dialogue, serein, tolérant, dans le respect mutuel, et empruntons également le chemin, parce que ça aussi c'est important, le chemin de la vérité, où nous sommes débarrassés, où nous pouvons nous débarrasser des mensonges, des vérités partiales ou partielles, des histoires escamotées, des simplismes polarisants. C'est ça, je crois, dont nous avons besoin. Je dis nous, pas seulement les Rwandais, mais aussi les Belges. Ce serait quand même, je dirais, assez stimulant de pouvoir s'engager dans un véritable dialogue plutôt que à des expressions comme je suis en train de le faire, de soupçons, de quasi-accusations, de grandes inquiétudes, pour avoir comme réponse « Ah, mais vous vous opposez au régime ». Non, comme nous n'étions pas opposés au régime de la Deuxième République, comme nous étions critiques, et nous l'avons abordé lors de la précédente émission, critique à l'égard du président Habyarimana, de certaines exactions et défauts de la Deuxième République. Oui. Comme nous étions critiques à l'égard, dans nos relations avec le président Habyarimana, avec son gouvernement, avec la Deuxième République, nous n'étions pas opposés au président Habyarimana. Nous ne sommes pas hostiles au président Kagame. C'est un président, un chef d'État avec lequel je ne parle pas au nom du gouvernement belge, attention, je parle en mon nom personnel, en une personne privée, mais je souhaite que ce dialogue soit sans complexe, sans tabou, serein et respectueux, avec un chef d'État légitime, mais avec qui nous avons quand même le droit et le devoir d'exprimer certaines inquiétudes, parce que nous aimons ce pays et nous connaissons le potentiel de ce pays. Nous apprécions certains côtés positifs du Rwanda nouveau, mais cette appréciation positive constructive, doit également nous permettre d'émettre des considérations moins positives. Et c'est pourquoi je plaide également pour l'effort de recherche de la vérité, où nous sommes débarrassés des attitudes négatives, mensongères, et j'ai déjà dit cela. Et en même temps, nous devons également veiller à ce que nous ne tombions pas ou ne tombions plus dans le piège de l'indignation sélective et de la mémoire sélective. Kizito voulait justement, le chanteur Kizito, voulait justement faire ça.
se débarrasser de la mémoire sélective, comme si c'était seulement les Tutsis qui avaient le droit de porter, de faire leur deuil. Ils chantaient que le Hutu avait également, de façon prudente, avait également que les victimes de violences qu'on n'appelait pas génocide, que ces victimes-là avaient également le droit de faire leur deuil. C'est très malheureux, je trouve. C'est très malheureux, c'est très frustrant et ça peut même engendrer parfois la haine des victimes justement de cette discrimination. Parce qu'en réalité, il y a une discrimination. Quand on vous dit, d'accord, vous avez peut-être perdu votre famille, on le dit à des millions de Rwandais, mais vous n'avez pas le droit de pleurer les morts de votre famille. Vous n'avez même pas le droit d'enterrer dans la dignité votre père, votre famille tout simplement, et surtout la mémoire. La question mémorielle cache une discrimination inhumaine. Dire à une famille, aux enfants, de ne pas marquer la mémoire de ne pas rendre hommage à leur famille, c'est absolument un sujet de débat énorme. Ça peut même provoquer des violences à terme. En effet, et justement, si on doit vraiment, si on se trouve obligé ou invité à parler d'un modèle de développement, je dirais surtout que ce développement doit être un développement durable. Je crains qu'un développement qui est handicapé par certains côtés qui ne sont pas très orthodoxes ou très promoteurs de la dignité humaine, je crains que la durabilité, de sustainability de ce développement est en danger. Et je constate avec beaucoup de tristesse qu'il y a une certaine presse, une certaine opinion répandue internationalement se montre très docile à une propagande, à une présentation unilatérale, tendancieuse de ce modèle et de l'histoire et de la mémoire des Rwandais. Par exemple, je suis vraiment surpris de voir tant de Français. Pour une fois, je ne veux pas parler des Belges. Tant de Français, des journalistes, des hommes politiques, des politologues, des académiques, qui suivent docilement, sans beaucoup de critiques, la vérité telle qu'elle est répandue, prêchée par les autorités du Rwanda, par la FPR et par le président Kagame. Et ça, je trouverais, tandis que un livre de Jody Reaver a de la peine à se faire publier en français. L'éloge du sang, ça a duré plusieurs années avant de trouver un éditeur, après le refus d'une maison d'édition, de trouver un autre éditeur pour trouver un livre. Et il n'est pas nécessaire d'être d'accord avec cette journaliste, surtout, ce n'est pas nécessaire pour apprécier ce livre, pour le prendre au moins au sérieux. C'est une contribution importante qui est le fruit d'un long travail de recherche, un travail très patient de recherche, et qui des choses qui doivent nous obliger
de réfléchir. Il n'y a pas que les Jody River, il y en a d'autres, il y a les Charles Onana, il y a les Michaela Wrong. Ils sont de plus en plus nombreux qui ajoutent quand même quelques nuances ou même des critiques très sévères. Alors, à côté de cela, je trouve qu'il y a une certaine presse, même en Belgique, surtout en France, qui est en quelque sorte inféodée à l'agit-prop, à la propagande, à la machine de propagande du FPR. Et ça, c'est très regrettable. Tout à l'heure, d'ailleurs, monsieur l'ambassadeur, tout à l'heure, vous avez parlé d'une émission de France Culture. Oui. Qui prétendait que le Rwanda était numéro 1 dans je ne sais plus quel domaine, et vous avez découvert… Dans le développement humain. Voilà, mais en cherchant, vous avez découvert qu'il était 160e, c'est ça? Oui, oui. Oui, mais attention, le Rwanda figure parmi les pays africains les plus performants. Oui, mais du numéro 1 au numéro 160, qu'est-ce qui a pu trotter dans la tête de la journaliste ou du journaliste qui a présenté cette émission? Ah oui, mais il y a même dans le rapport du clerc. Ben, parlons-en justement, parlons-en. Vous m'y amenez, je suis prêt à vous poser des questions. Qu'est-ce que vous avez pensé, ambassadeur Sunel, de ce rapport, du rapport du clerc et de la nouvelle relation France-Rwanda? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, je me réjouis de la nomination d'un ambassadeur. C'est bien. Je parle de dialogue mature, réfléchi, serein. Alors, il faut utiliser les canaux, les voies qui s'y prêtent. Alors, on ne peut pas imaginer la France et le Rwanda sans avoir des relations diplomatiques et sans avoir des ambassadeurs sur place. Et je ne veux pas exagérer l'importance de la diplomatie, mais la diplomatie a quand même son droit d'existence et de fonctionnement. Et je trouvais que le discours du président Macron était très habile, et je trouve que dans la diplomatie, il ne faut pas tout dire publiquement. Parce que dans ce discours, il parle de la responsabilité de la France. Il ne parle pas d'excuses, mais il parle de la responsabilité. Et moi aussi, je dirais, oui, ok, il faut parler des responsabilités des uns et des autres, et de tout le monde. Pas seulement des uns et pas des autres. Dans le rapport du clerc, on ne parle à peine dont s'inspire le président Macron, parce qu'il a demandé cette étude dans la commission du clerc. Il ne faut pas seulement s'inspirer de ce rapport qui fait trop peu de cas des responsabilités du FPR et qui parle de la dictature raciste et d'autres appréciations sloganesques et qui ne correspondent pas à la réalité et dont parle effectivement le rapport du clerc et dont s'inspire le président Macron. Mais il est quand même suffisamment habile dans son discours à Kigali de parler de responsabilité parce que tout le monde porte des responsabilités. Mais s'il ne parle pas des responsabilités ouvertes du FPR, j'espère que, et que ce soit Macron, que ce soit le président du Conseil européen, Charles Michel, ou notre ministre des Affaires étrangères, ou notre Premier ministre, que les interlocuteurs parlent au moins en privé de leurs inquiétudes que nous partageons comme espèce humaine, la dignité humaine, les droits de l'homme, les droits et libertés essentielles, universellement partagés, qu'on parle que ce problème fasse
partie des dialogues qui ne sont pas nécessairement publics. Et parce que le président Macron a contribué, de par son voyage, à une nouvelle sincérité dans les relations entre Paris et Kigali. Mais j'espère vivement, et je le répète, je continue à le répéter, que dans ce cadre de respect mutuel et de confiance peut-être, même de confiance mutuelle, il y a aussi un dialogue ouvert, tolérant, et qui va jusqu'au fond des choses et qui aborde également des aspects qui nous inquiètent. Et les aspects qui nous inquiètent ne manquent pas. Ne manquent pas. Et c'est ce que j'espère également, que ce soit l'attitude du gouvernement belge. Et par exemple, dans le cas du procès de Paul Rusesabagina, je suis en contact, ce n'est pas un secret, je suis en contact avec sa famille, mais je suis aussi en contact avec notre ministère des Affaires étrangères. Et il faut absolument qu'on continue à insister sur un procès équitable. Et jusqu'à présent, moi, en tant qu'observateur éloigné, je peux me tromper, mais je suis pas en présence, nous ne sommes pas en présence d'un procès équitable. D'ailleurs, qui a commencé très mal parce que par un acte illégal, pas illicite, mais illégal en matière de droit international, un kidnapping, faire une autorité officielle qui organise un enlèvement avant de juger, c'est contraire aux règles essentielles de droit international. Et il y a d'autres entorses que nous avons constatées, par exemple, non-transmission de médicaments, pas d'accès à un avocat de son choix, avec toute l'appréciation pour l'avocat qui a été désigné par l'autorité, et qui essaie de faire son travail convenablement, mais c'est quand même pas l'avocat de son choix. L'avocat de son choix a antichambré à Kigali pendant une semaine sans avoir accès à son client. Je parle du problème médical, je parle de l'assistance consulaire qui est là, la Belgique s'y emploie, mais est-ce qu'il y a suffisamment de garanties que ce procès débouche sur un jugement équitable et crédible? Donc, ce sont et ce n'est qu'un élément. Le décès de Kizito, est-ce qu'il y a eu enquête rwandaise, mais est-ce qu'on permet d'avoir une enquête internationale parce qu'il s'agit de respect des droits de l'homme, où la communauté internationale a un droit au chapitre? Non, et non, il y a beaucoup d'autres. Il y a trop d'autres exemples de disparition, de blocage de dossiers, de discrimination, d'intimidation, de menaces, de manque d'espace politique, beaucoup de choses à s'inquiéter. Et j'espère qu'un dialogue, si nous ne pouvions que commencer par là, que le peuple rwandais se retrouve dans un dialogue promoteur de développement et que la communauté internationale, les voisins du Rwanda en premier lieu, y compris les Congolais, que ce dialogue et qui s'étende aussi à l'Europe et aux Nations Unies, que ce dialogue soit un dialogue libérateur, qui nous libère de nos questions, de nos complexes, parce que, par exemple, le complexe de culpabilité que les autorités FPR
veulent nous infliger. Hein. Ah, ne venez pas nous faire la leçon, ce n'est pas notre souhait de faire la leçon, non. Nous avons appris, Européens, hein, de donner un peu moins de leçons, mais surtout de promouvoir un dialogue, une complicité positive. Allez-vous-en, ne venez pas nous enquiquiner avec vos questions difficiles, parce que vous n'avez pas le droit. Où est-ce que vous étiez en 94 quand vous nous avez abandonnés et quand vous avez laissé se dérouler un génocide dont ont été victimes presque 1 million ou à peu près 1 million de Rwandais. Donc, non, c'est pourquoi il faut se libérer de tous ces complexes, hein, des tabous et s'engager dans un dialogue ouvert. Et je ne dis pas que ce dialogue doit toujours être public. On peut se dire des choses, et je parle en tant que diplomate, parfois on a beaucoup plus d'effet lorsqu'on se parle en confiance, en respect mutuel, discrètement, sans fanfare, sans trompette et sans trop de caméras pour enregistrer cela. Et c'est dans cette optique-là que j'espère que la diplomatie belge, dans le dossier Rusesabagina, adopte quand même une attitude suffisamment proche de ceux qui croient vraiment dans la promotion universelle des droits fondamentaux et de la dignité humaine. Écoutez, je souhaite que vous soyez bien entendu par les Rwandais, et en tout cas par les autorités rwandaises et le président Kagame en particulier. Mais ceux qui le connaissent disent que ce n'est pas un homme du dialogue. Hein. Une seule fois où il a dialogué, où il a signé un accord de paix en août 1993, eh bien, il n'a pas vraiment suivi le prescrit de cet accord et donc après, il décide tout seul qu'il vous écoute et qu'il vous entende éventuellement. Mais avant de penser au dialogue, monsieur l'ambassadeur, vous savez que notre chaîne s'appelle La Voix des Grands Lacs. Et La Voix des Grands Lacs ne parle pas que du Rwanda, nous parlons aussi de nos pays voisins, notamment du Burundi et de la RDC, République démocratique du Congo. Vous savez qu'il y a entre le Rwanda et la RDC un contentieux très sérieux qui concerne les atrocités, les massacres, les crimes de masse commis en République démocratique du Congo par plusieurs auteurs, notamment par l'armée rwandaise. Eh bien, vous savez aussi qu'il y a un rapport qui est sorti en 2010, hein, le rapport Mapping qu'on l'appelle, et dont l'apôtre le plus connu, disons le défenseur, l'avocat le plus connu, c'est le docteur Denis Mukwege. Mais il a fort à faire avec le gouvernement rwandais qui n'hésite pas à l'insulter, à le traiter de tous les maux, à l'accuser de toutes sortes de crimes, hein, jusqu'à l'appeler complice des génocidaires. Est-ce que vous pensez que la démarche actuelle du président Tshisekedi, qui a plus tendance à mettre ce rapport de côté, je dois l'avouer, pour faire passer avant des relations de sécurité plutôt frontalières entre le Rwanda et la RDC, avant, en oubliant d'insister et en oubliant de soutenir ouvertement le docteur Mukwege et les victimes finalement de ces massacres. Est-ce que vous pensez que ce rapport a encore sa place et en quoi effectivement ce rapport devrait concerner à la fois les Rwandais, les Congolais et la communauté internationale disons, en priorité? Ça, c'est une question, monsieur l'ambassadeur, qui me paraît cruciale, parce qu'il s'agit de la lutte contre l'impunité. Et nous sommes quand même en présence d'un rapport
dont les préparatifs ont pris pas mal de temps. Beaucoup de chercheurs et experts désignés par les Nations Unies ont fait du travail très, très approfondi et qui est maintenant, qui a déjà 10 ans, nous parlons d'un rapport mapping qui a déjà 10 ans, où il y a des éléments très, très significatifs, où on se pose même la question si les faits qui ont été constatés devaient être jugés par un tribunal, que ce tribunal pourrait peut-être arriver à la conclusion de l'existence d'un génocide qui pourrait qualifier ces faits de génocidaires. C'est donc un rapport extrêmement, avec des conclusions extrêmement graves, avec des constats et des conclusions ou des questionnements ou des ouvertures à des débats extrêmement importants. Et 10 ans plus tard, qu'est-ce qu'on constate? Le président du Rwanda rejette d'un revers de la main ce rapport, devant lequel il a manifesté un mépris frappant, profond. Si je suis bien informé, le président Tshisekedi n'a pas encouragé non plus le docteur Mukwege. Parce que pour donner une suite à ce rapport, un début d'exécution, il faudrait que l'autorité du pays ou les autorités des pays concernés, dans leur aval, approuvent ou ne s'y opposent pas. Alors là, on est déjà en présence de quelques handicaps pour arriver à la mise en œuvre de ce rapport, un suivi de ce rapport qui dort donc depuis 10 ans, comme je disais, dans le tiroir à Genève et à New York. Je crois que cette lutte contre l'impunité doit continuer. Et je donne mon appui. Je connais le docteur Mukwege personnellement. Et sa démarche doit être appuyée. Ça ne veut pas dire qu'on peut revoir éventuellement certains critères, certaines modalités. Par exemple, si on n'a pas l'aval des autorités des pays concernés, est-ce qu'on peut quand même aller de l'avant et promouvoir la justice, c'est ce qu'on appelle la justice transitionnelle. Il y a beaucoup de débats autour de la justice transitionnelle et il faut donner une chance à ce que ce débat mûrisse, manifeste de plus en plus de maturité pour qu'on arrive à des solutions ou des procédures crédibles de lutte contre l'impunité. Mais je dirais, il faut peut-être élargir le contexte et l'objet de ce tribunal mixte ou un autre tribunal ad hoc qui se penche sur ces crimes et par exemple actualiser, parce que il y a aussi des crimes d'aujourd'hui, pas seulement des crimes qui ont été constatés il y a 10 ans, et des crimes qui ont encore plus d'âge que de 10 ans, mais qu'on élargisse l'exercice et qu'on s'en prenne, qu'on s'attaque également aux violations et aux crimes qui ont encore lieu aujourd'hui. Et pour défendre ce que certains appellent une approche holistique, je dirais,
également examiner dans quelle mesure soyons prudents, hein, mais de gouvernance soit abordée, de corruption, parce que entre la corruption et la violence, il y a des passerelles, il y a des liens indiscutables. Donc, quand je parle d'une approche holistique ou plus globale, je plaiderais également pour que, si on examine les crimes du passé, qu'on ne néglige pas l'examen des crimes du présent. Ça, c'est un. Et deux, qu'on examine également le lien de comment on arrive à la violence, entre autres, par des pratiques de mauvaise gouvernance, de corruption. Et c'est ça, ce sont des fléaux qu'il faut éradiquer également. Mais tout cela, avec ces nuances, je dirais bravo à tous ceux qui s'engagent pour le combat, la lutte contre l'impunité. Je vous remercie beaucoup. En parlant du combat contre l'impunité, certains rappellent parfois les responsabilités des puissances coloniales en Afrique. Et en ce qui nous concerne tous les deux, il y en a qui parlent de la Belgique, son passé colonial dans les trois pays. Et d'ailleurs, ce n'est sûrement pas pour rien que le gouvernement belge et les autorités belges ont créé une commission chargée d'examiner le passé colonial entre la Belgique, le Congo, la Belgique, le Rwanda, la Belgique et le Burundi. D'ailleurs, ça a soulevé beaucoup de polémiques dès le départ, parce que certains ne voulaient pas que telle personne participe à cette commission. Certains disaient non, voilà, pour des raisons ethniques, cette personne-là ne devrait pas figurer dans la commission. Bref, aujourd'hui, la commission, je suppose, elle est sur les rails. Pensez-vous qu'elle puisse, monsieur l'ambassadeur, contribuer à améliorer les relations entre la Belgique et l'Afrique de manière générale et à les rendre plus matures? Vous dites très bien, monsieur l'ambassadeur, pour arriver à une attitude et une méthode et une mentalité mature. Oui. Tout à fait. C'est ça le mot-clé, pour arriver, ça doit être le but, et c'est le but avoué, pour arriver à des relations matures, mutuellement respectueuses, et pas seulement des droits de l'homme, mais aussi de la culture des uns et des autres, Oui. pour se débarrasser du paternalisme, ou d'autres complexes. Parce qu'il y a certains, quand j'entends et je vois certains interlocuteurs, que ce soit des experts ou de simples citoyens, je vois qu'il y a des complexes dont il faut se guérir également. Alors, cette voie empruntée par la voie politique, l'examen par une commission parlementaire spéciale, je crois que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, mais c'est une chose extrêmement difficile. On a déjà vu, vous y avez fait allusion, des polémiques autour de la composition du groupe d'experts, ou de la désignation des thèmes. Maintenant, les experts ont fait leur rapport, qui ne sont pas encore dévoilés, qui ne sont pas encore publics. Je crois qu'ils sont en train de les traduire. Et je crois que dans l'ensemble, on dépasse 1000 pages. Bonne chance aux parlementaires, aux membres de la commission pour potasser tout cela, parce que je suis confiant que
tous ces experts ont des choses intéressantes à dire. Parce que on examine pas seulement le passé, j'espère qu'on examine aussi les voies futures de relations matures entre la Belgique et ses anciennes colonies. Quoique Rwanda-Urundi, ce n'était pas une véritable colonie, c'était un territoire de tutelle où nous exercions une autorité au nom de la Société des Nations et des Nations Unies par la suite. Enfin, cela entre parenthèses. Je dirais, l'examen du passé est important parce que cet examen doit être un catharsis, une mise en évidence de certains défauts, de certaines déficiences, de certaines qualités également. J'espère qu'on ne se limite pas à un constat que la colonisation, c'était un crime contre l'humanité. C'est ce qu'on entend souvent, même dans la bouche d'experts ou de personnalités politiques très expérimentées et très sages. Moi, j'ai dit, tiens, j'espère qu'on arrive à plus de nuances. Mais il faut être sévère, critique et juste. Dans un article d'opinion, j'ai dit, et pourquoi on n'examinerait pas la politique belge au Rwanda, au Burundi, en matière ethnique, pour nous libérer des slogans à la Duclerc, et il n'est pas le seul. Il y a trop d'opinions qui prétendent que les Belges ont instauré, inventé, créé l'antagonisme ou les différences ethniques que les Belges ont exploitées. Je crois que là aussi, l'histoire doit exiger ses droits. Mais ça ne nous exonère pas de l'exercice. Tiens, mais quelle a été cette politique belge? On va essayer de voir clair. Et par exemple, pourquoi les Belges ont imposé la mention ethnique sur les documents et les cartes d'identité en 1931. C'est une question légitime. Donc, pas de complexe, pas de tabou. Si on pouvait bien éclairer la politique et les défauts, y compris les défauts, ou les manques d'intelligence de l'autorité belge à l'époque, pourquoi pas? Donc, il faut faire cet exercice pas d'une façon crispée, mais d'une façon ouverte et tolérante. Et là j'arrive à ma véritable un souhait vraiment ardent, c'est qu'on parvienne, en passant par l'éclairage sur le passé, on s'oriente également vers une nouvelle relation mature entre la Belgique et le Rwanda, entre la Belgique et les anciennes possessions coloniales, entre même, comme inspiration pour l'Europe et l'Afrique entière, dans les relations euro-africaines. Et donc, en évitant des pièges, donc en s'orientant vers l'avenir, parce que cet exercice pourrait nous donner beaucoup d'inspiration pour une relation nouvelle, un retour d'intérêt pour l'Afrique, notre premier voisin, et dans un contexte géopolitique plus large, l'Europe et l'Afrique
ont probablement intérêt à se redécouvrir, à relancer une dynamique du côté politique, économique, universitaire, académique, médiatique. Donc, je crois qu'il y a un potentiel de relations nouvelles extrêmement importantes. Et en évitant des pièges, et j'en énumère 2 ou 3. Un des pièges, c'est qu'on ne parvient pas à contextualiser la colonisation. Et on juge la colonisation uniquement, partiellement c'est OK, mais si c'est uniquement à travers les lunettes des valeurs qui nous importent actuellement, je crois que l'exercice ne serait pas tout à fait complet. Autre chose, autre piège, c'est qu'on tombe dans le piège de... donc le premier, c'est le piège de l'anachronisme, et un autre piège, c'est la manœuvre de diversion. On va s'en prendre tellement et on va s'attaquer tellement et s'orienter tellement sur le passé colonial pour ne pas parler trop de ce qui ne va pas maintenant dans la période d'indépendance et postcoloniale. Parce qu'il y a peut-être certains leaders ou certains experts ou responsables politiques qui ont intérêt à ce qu'on se concentre surtout sur ce passé-là avant les indépendances pour ne pas trop parler, pour même oublier les méfaits et les déficiences que nous constatons aujourd'hui. Et un troisième élément, c'est d'exagérer la victimisation. Il y a trop et dans un certain segment de la diaspora, on le constate, des gens qui veulent être considérés comme toujours victimes de la colonisation. Et victimisation qui doit déboucher, constat de victimisation qui doit déboucher sur excuses, sur paiement, dédommagement, etc. Ça doit faire partie des conclusions. Ça doit faire partie, mais il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer et je dirais même qu'avant bon, c'est important d'examiner la relation belgo-africaine, belgo-rwandaise. Mais moi, si j'avais à choisir, je mettrais en priorité d'abord les relations entre les Rwandais eux-mêmes et entre les Rwandais et les Burundais, entre les Burundais et les Congolais et entre les Congolais et les Rwandais. C'est-à-dire, je ferai tout pour promouvoir la paix et la sécurité dans la région dans laquelle nos populations habitent. Vous, monsieur l'ambassadeur, qui avez séjourné en Afrique, en plus qui étiez à des postes d'importance, conseiller d'ambassade à Bujumbura, ambassadeur à Kigali, ambassadeur à Kinshasa, vous avez couvert vraiment ces pays au cours d'une période justement où la sécurité et où la paix était mise à mal. Est-ce que vous avez aujourd'hui des propositions ou des suggestions justement pour promouvoir la paix et la sécurité dans cette région, dans notre région des Grands Lacs? C'est une question très séduisante, parce que je tomberais trop facilement dans le piège de l'observateur qui se transforme en donneur de leçons. Vous dites, voilà, vous êtes un homme d'expérience et avec un peu de recul, effectivement, je suis dans ma 10e année de la retraite. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir, pour écrire, et donc je serais tenté de donner des leçons. Donc, comme vous dites, c'est d'abord, et c'est peut-être aussi une remarque qui vaut dans le contexte de la commission parlementaire spéciale. N'oublions pas
non plus, il y a des responsabilités belges, aussi, il y a des responsabilités sur place, hein, africaines. Hein, et c'est justement faire témoin de respect, des témoignages, faire preuve de respect si on parle également de la dignité africaine. D'ailleurs, pour revenir encore juste une seconde sur ce que je disais tout à l'heure, cet exercice de cette commission parlementaire doit également, puisqu'on s'oriente, et j'y plaide, aussi sur le présent et l'avenir, que cette commission nous inspire et donne des voies, esquisse les voies et les chemins vers l'élimination du racisme dans notre société. Il y a trop de racisme dans notre société. Et si la commission parlementaire pourrait déboucher sur une prise de conscience, mais aussi sur des remèdes, ce serait une très bonne chose. Alors, justement, ce serait faire preuve de racisme si nous allions maintenant nous borner à donner des leçons et des conseils aux Africains, comment ils se doivent, et aux Africains de l'Afrique centrale, comment ses voisins doivent se comporter entre eux. Mais n'empêche, puisque vous me posez la question, leadership, je crois que c'est la première condition, leadership africain, qui inculque à tous les acteurs politiques et autres citoyens une ambition de bonne gestion des relations entre les citoyens du pays, mais aussi avec les voisins, et que toutes les institutions soient vraiment inspirées par un leadership intègre et qui cultive et qui nourrit et qui renforce une véritable volonté politique de paix et de coexistence, plus que coexistence, de coopération et même d'intégration entre les pays concernés. Ce leadership visionnaire, courageux et rassurant, on en a besoin dans les 3-4 pays. J'inclurai également, c'est important, l'Ouganda. Même la Tanzanie, on peut élargir le cercle. D'ailleurs, j'allais parler d'un deuxième élément, c'est la coopération, c'est l'identification des intérêts économiques communs. L'Europe pourrait peut-être offrir une certaine inspiration. Nous avons construit l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale avec la gestion commune des secteurs économiques charbon et acier qui avaient été des instruments de guerre. Charbon et acier. Alors, à travers cette démarche et cette ambition d'intégration économique, nous avons pu trouver des bandes élargies de coopération et d'intégration, y compris l'intégration politique. Une démarche économique qui s'est amplifiée, qui s'est renforcée et qui aujourd'hui, malgré la crise, soyons pas naïfs, l'Europe traverse une crise, mais quand même, il y a une prise de conscience de l'importance de la dimension politique. Est-ce que la CEPGL, la Communauté économique des pays des Grands Lacs, Congo,
Rwanda, Burundi, en 1976, créé en 1976, ne pourrait pas être ressuscité, revitalisé, peut-être même repensé, ou peut-être même élargi. À l'Ouganda, par exemple, quand j'étais à Kinshasa, j'en ai beaucoup parlé au président Kabila, Joseph Kabila. Ça revenait régulièrement sur la table de la discussion. Et on constatait beaucoup de bonne volonté. Oui, effectivement, nous devons relancer cette méthode et cette approche économique. Jusqu'à présent, je ne vois pas beaucoup de réussite. Une autre initiative qui fonctionne, mais je ne sais pas dans quelle mesure ça fonctionne avec beaucoup de performances et de réalisations et de résultats, c'est la CIRGL. La CIRGL. C'est la communauté d'intégration de la région des Grands Lacs. Intégration, c'est beaucoup plus faible que l'intégration européenne, mais je le compare un peu au processus d'Helsinki, dans lequel j'ai travaillé comme jeune assistant quand j'étais étudiant à Genève, et j'étais dans le secrétariat de cette conférence pan-européenne qui se préparait entre 73 et 75 pour déboucher à Genève, pour déboucher sur le sommet de Helsinki. Et c'était, en fait, c'est le prédécesseur de l'Organisation de la sécurité et la coopération en Europe, OSCE, qui existe toujours, qui a son siège à Vienne, et qui a commencé dans les années 70, dans une période de détente entre le monde de l'Europe de l'Est et l'Union soviétique de l'époque, et les pays de l'OTAN, mais également les pays neutres comme la Suisse, la Finlande, l'Autriche, conférence pan-européenne avec la participation des Américains et des Canadiens également, a lancé ce que nous appelions des mesures de confiance. Confidence Building Measures, les CBM. Alors, la CIRGL centrafricaine, c'est le Congo, avec tous ces pays voisins, réfléchissent et formulent des méthodes, des pratiques qui doivent justement renforcer la confiance et qui doivent cultiver une certaine pratique d'échange d'informations sur le plan économique, sur le plan écologique, sur le plan militaire, sur le plan politique, sur le plan culturel. Et c'est cette dimension à travers laquelle peut prospérer des souhaits, des ambitions politiques, qu'on pourrait petit à petit arriver à quelque chose de plus stable, de plus pacifique. Et en fait, c'est cette méthode de 73-75 et le sommet de Helsinki, l'acte final de Helsinki, qui a été en quelque sorte le prédécesseur de ce qui est arrivé en 89, la chute du mur de Berlin et la disparition du pacte de Varsovie et l'ouverture des frontières, mais aussi l'ouverture des esprits, et qui ont fait que la plupart des pays de l'Est et de l'Europe centrale sont devenus membres de l'Union européenne. Je ne dis pas que ça a été, dans tous les cas d'espèce, une issue heureuse. Il y a quelques trébuchements, quelques hésitations maintenant, mais quand même, on a assuré une certaine stabilité. Est-ce que l'Afrique
centrale pourrait s'engager dans cette voie. Je ne dis pas qu'elle doit adopter copy-paste les méthodes européennes, mais ça pourrait être une inspiration et l'Europe pourrait accompagner ce processus. Mais je n'ai pas fini. Il y a aussi une réflexion solidaire, commune, qui doit se mettre en place dans les médias, dans les ONG, dans les gouvernements étatiques, de plus en plus de rapprochement, pas seulement entre les États voisins du pays, de l'Afrique centrale, mais aussi dans un lien de solidarité entre l'Europe et l'Afrique. Et je crois que nos médias ont également, et les médias du Rwanda, du Burundi, du Congo, ont leur rôle à jouer. La société civile, Lucha par exemple, et si au Rwanda, il y a une plus grande liberté d'expression, les ONG rwandaises, burundaises devraient constituer une masse critique positive, une prise de conscience populaire également. Je parlais de leadership. C'est pas, et le comportement et la volonté politique des chefs intègres. Mais il va aussi y avoir un mouvement bottom-up de la société civile, et encore beaucoup plus engagé que maintenant, et qui voit les avenues, et société civile à laquelle on offre les possibilités d'emprunter cette avenue d'expression et de confection d'un engagement politique pour un monde plus juste et plus stable, et où les économies peuvent prospérer ensemble sans qu'il y ait des pillages ou des trafics. Vous savez de quoi je parle? Je sais de quoi vous parlez. De Congo de l'Est. C'est exactement sur ça que je voulais rebondir d'ailleurs pour dire que effectivement, si on parvenait à construire ces mécanismes dont vous venez de tracer le tableau, ce serait effectivement la voie vers le développement et la paix et la sécurité dans la région. Le problème, c'est qu'il y a bien sûr encore des conflits qui sont devenus endémiques. Nous avons des guerres partout à l'est de la République démocratique du Congo et où souvent les pays voisins ont un rôle négatif. Nous avons les pillages économiques, les pillages des ressources minières du Congo. Que je sache, le Congo n'a jamais traversé la frontière pour aller piller quoi que ce soit au Rwanda ou au Burundi ou en Ouganda. C'est toujours à sens unique. Et donc, c'est vrai que la CIRGL, que peut-être certains ne connaissent pas, il s'agit de la conférence internationale de la région des Grands Lacs qui a pour objectif, son objet était unique, c'est d'offrir un mécanisme de dialogue, le mot que vous aimez beaucoup, afin de résoudre les conflits régionaux, j'insiste, dans la région des Grands Lacs. Eh bien, je pense que cet objectif est loin d'être atteint tout de même, parce que les conflits persistent, parce que les guerres subsistent, parce qu'il y a des dizaines de rébellions qui sont encore sur le terrain, dans le nord du Kivu, au sud du Kivu, et en général dans l'est du Congo. Eh bien, effectivement, on peut formuler le vœu que bientôt, s'il y a un dialogue sincère, et si on se dit la vérité, parce que ça ne sert à rien de parler de dialogue lorsqu'on veut cacher la vérité. On ne réussira jamais, mais si on met en avant la vérité, si on la dit sans haine et sans esprit de revanche, mais qu'on veut construire quelque chose de nouveau sur base justement de ce dialogue et de cette coopération régionale, eh bien, effectivement,
les Africains gagneraient beaucoup à vous écouter, surtout nous des Grands Lacs. Si vous le dites, ce n'est pas parce que vous voulez nous induire en erreur, c'est votre expérience qui parle, c'est parce que vous avez examiné la situation de près, vous l'avez vécu sur place. Et aujourd'hui, où vous n'êtes plus aux affaires, hein, vous êtes tout à fait retranché dans votre poste d'observation, vous suggérez des choses. Eh bien, je vais une fois encore, Monsieur l'ambassadeur, profiter de cet instant pour vous remercier de votre contribution à nos émissions. Votre contribution a éclairé un peu le ciel des Grands Lacs. Je suppose que les Rwandais, les Burundais et les Congolais vont aimer vos entretiens, vos exposés qui viennent du cœur. Vous n'êtes pas un colonialiste, comme on aime souvent traiter les Européens ou les autres. Vous êtes un ami. Vous êtes un ami de notre région, de nos peuples, et vous suggérez des choses sans complexe. Et c'est ce que nous aimons et c'est vraiment ce que nous privilégions dans notre chaîne, sur notre chaîne La Voix des Grands Lacs. Et nous reviendrons vers vous pour d'autres entretiens. Nous appelons ça entretien sur d'autres domaines, même si vous n'êtes pas spécialiste. Mais par exemple, certains pourraient dire, mais pourquoi vous ne parlez pas de l'Afghanistan? Eh bien, pourquoi pas? Un de ces 4 matins, examiner ce qui se passe en Afghanistan à la lumière de ce qui pourrait se passer dans notre région, ou ça peut servir d'expérience utile. Oui. Donc, je suggère ce sujet, par exemple, et d'autres, et bien d'autres. Et donc, que nos auditeurs sachent qu'on leur réserve déjà des échanges intéressants et, j'espère, fructueux. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Ce que vous dites me fait très chaud au cœur parce que vous me considérez comme un ami et c'est vraiment… D'abord, vous êtes un ami personnel, hein, je vous connais, je sais ce que vous avez, ce que vous pensez de l'Afrique et surtout de l'Afrique des Grands Lacs. Et c'est en effet une réalité. On s'exprime librement, on se met à table, on dialogue, on se lance dans des conversations sans lendemain parce que nous pourrions encore continuer des heures, n'est-ce pas? Parce qu'il y a cette amitié, et cette amitié qui est très solide parce qu'elle est le fruit aussi d'une attitude de respect. Je crois que ça, c'est très important, cette manifestation d'intérêt, s'intéresser aux autres, développer une certaine curiosité, hein, et dans cette curiosité, dans cette manifestation d'intérêt, se montre le respect. Et quand on montre du respect, il y a du respect en retour. Et dans cette attitude de respect mutuel, hein, peut surgir la confiance. Mais ce sont des choses qui ne se réalisent pas en très peu de temps. Il faut investir. Hein. Et dans la manifestation de respect, il y a aussi un souci de se faire respecter. Hein. Parfois, il y a c'est ce qu'on constate aussi dans la diplomatie, hein, que celui qui manifeste du respect a trop peu de soucis de se faire respecter. Hein? Exactement. Il verse dans la complaisance. Hein? Dans la complaisance. Et la diplomatie, c'est la voie, mais c'est ni la complaisance, ni l'arrogance. Et ça, c'est ma devise. Hein? Eh bien, nous allons essayer de suivre. Je voudrais continuer avec vous. Votre exemple, effectivement, dans le dialogue, si on ne dit pas la vérité, si on ne se dit pas la vérité, et s'il n'y a pas de respect mutuel, c'est raté d'avance. Oui. Et donc, vraiment, nous vous remercions beaucoup et une fois encore, à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée, M. l'ambassadeur. Parce que l'exercice n'est pas achevé. Ce n'est pas achevé. Continuer. Voilà. Merci. Monsieur l'ambassadeur, et un grand merci de la patience et de l'intérêt de vos auditeurs et vos spectateurs. C'est vous. Merci. Hein. Au revoir. Au revoir.
uranyumve nanjye kandi nanjye unyumve ndabikeneye uranyumve nawe amaze ukundi unyumve ndabigusabye ndakurahiye nanjye ukumbona ngira ubwoba akandi nkagira agahinda kenshi cyane ndakurahiye nanjye karanje mbuye wihorere unege yombi undinde guhogomba ndaje mubwire uko niyumva mu mutima wanjye mubwire imyaka mbimaranye mbifunditsa aho hantu ngiye gutobora none matora imivo y'agahinda ihashoka izo nkangu zicike mabyazi ingufu z'umurava mpagarura ishema n'ubuyanja nkundira unyumve mubwire umufunzo uhaganje byombi n'agashinyaguro waya biharambye nako bihasaziye bahora batoneka abo bandi hakaninda agahinda ko kawe byengaye ku mutwaro wawo erega nanjye gandibuka kwibuka nyine ngize ni nanjye undibuka kwibuka nyine nanjye mba nibuka abapfakazi bose kandi bose rero aho rero barahungana yaraguye iyo ngiyo nangwanga hadisi aho rero barahungana yarambwe mu cyubahiro nangwa yanamye aho rero barahungana yarafunzwe uwamwishe cyangwa yarabuze waya aho rero barahungana yarahuye ku bitaro nangwa mu ruzitisi aho rero barahunganya umuro w'abapfakazi bose shenge aho rero barahunganya umuro wapfushije umwana kakibura ikibondo waya aho rero barahungana yarapfushije umugaye cyangwa se ari ingabo aho rero barahungana baba ari ibibondo cyangwa se ingaragushenge aho rero barahungana yarapfushije uwiga cyangwa se uwigisha aho rero barahungana kandi ukumbure barababaye uwo mwana waya kandi ukuyinyura wirahogoye iyo mfubyi disi kandi
hose hose umuntu n'impundu urabyumve kandi ndakubwiye ntibyumve sirenga ngo ncire urabyumve n'inama mugirire zisumba urazumve agahinda n'ingabire urabizi sinshaka ko kiharira nanjye kuko umuntu ari impundu urabimenya ubwo nuko mubwiye urabyumve umuntu n'impundu urabimenya